Quelque part dans un désert d'altitude, à 3 heures du matin, une antenne de 70 mètres de diamètre pivote lentement vers une étoile que personne ne regarde. Dans la salle de contrôle, un écran affiche une ligne verte, presque plate, qui tremble à peine. Cette ligne, c'est la voix de l'univers. Et cette voix, depuis plus de 60 ans que nous l'écoutons avec des instruments toujours plus fins, répète inlassablement la même chose. Rien. Pas un appel, pas un code, pas une pulsation qui ne s'explique par la physique ordinaire des étoiles mortes et des nuages de gaz. Rien. Ce mot minuscule cache pourtant l'une des plus grandes énigmes jamais posées à l'esprit humain. Car au-dessus de cette antenne, la nuit n'est pas vide. Elle contient, dans le seul champ de vision de l'instrument, des millions de soleils. Elle contient, si l'on élargit le regard à toute notre galaxie, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Elle contient, au-delà, un océan de galaxies dont les dernières estimations donnent le vertige. Peut-être 2000 milliards d'îles-univers, chacune portant ses propres centaines de milliards de soleils. Face à une telle profusion, le silence n'est pas une réponse neutre. C'est une anomalie. C'est un fait qui dérange, qui résiste, qui refuse de se laisser classer. Et c'est cette anomalie que nous allons suivre, pas à pas, comme on suit une piste dans la neige, jusqu'aux frontières de ce que la science peut dire aujourd'hui. Si ce voyage vous captive déjà, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner, cela compte énormément pour nous. Reprenons maintenant le fil, car l'histoire ne fait que commencer. Pour comprendre pourquoi ce silence est si troublant, il faut d'abord accepter de perdre pied devant les nombres. Notre galaxie, la Voie lactée, est un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, soit un peu moins de 10 000 milliards de kilomètres. La lumière, rien ne va plus vite qu'elle, et pourtant il lui faut 100 000 ans pour traverser notre seule galaxie. Le Soleil, notre étoile, n'occupe dans ce disque qu'une position discrète, aux 2/3 du centre, dans un bras spiral sans particularité notable. Autour de lui, dans un rayon de 50 années-lumière seulement, on compte déjà plus de 1000 étoiles. Dans un rayon de 1000 années-lumière, plusieurs millions. Et chacune de ces étoiles, nous le savons désormais avec certitude, est très probablement accompagnée de planètes. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête, car il a fait basculer toute la question. Pendant des siècles, on pouvait imaginer que notre système solaire était un accident rare, une exception chanceuse dans un cosmos de soleil nus. Cet échappatoire s'est effondré en une seule génération humaine. Depuis le milieu des années 90, nous avons confirmé l'existence de milliers de planètes autour d'autres étoiles, et les statistiques tirées de ces découvertes sont sans appel. En moyenne, chaque étoile de la galaxie possède au moins une planète. Les mondes ne sont pas l'exception, ils sont la règle. Il y a probablement plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée, ce qui porte leur nombre à des centaines de milliards pour notre seule galaxie. Des centaines de milliards de scènes possibles. Et sur aucune d'entre elles, à ce jour, le moindre acteur ne s'est manifesté. Voilà le cœur du problème. Voilà ce qui empêche de dormir ceux qui y pensent vraiment. Car il ne s'agit pas d'une absence banale, comme l'absence de neige en été. Il s'agit d'une absence qui contredit une attente construite sur des données solides. Plus nous apprenons sur l'univers, plus il semble accueillant pour la vie, et plus le silence devient étrange. C'est un paradoxe qui se renforce avec le progrès, au lieu de se dissoudre. Et c'est peut-être la seule énigme scientifique dont on puisse dire cela. Il faut cependant poser tout de suite une distinction, sans laquelle tout le raisonnement s'embrouille. Le silence dont nous parlons n'est pas le silence de la vie, c'est le silence des signaux. Une planète peut être couverte d'océans grouillants, de micro-organismes, tapissée de forêts, parcourue de créatures étranges, et rester parfaitement muette pour nos instruments. La vie, en elle-même, n'émet rien qui traverse les années-lumière. Ce que nous cherchons, quand nous tendons nos antennes vers le ciel, c'est un sous-ensemble infime du vivant, des êtres capables de technologie, et plus précisément, d'une technologie qui produit des ondes détectables à distance interstellaire. Autrement dit, nous ne demandons pas à l'univers s'il est vivant, nous lui demandons s'il parle. Et ce sont deux questions radicalement différentes, séparées par un gouffre que notre propre histoire permet de mesurer. Considérez la Terre. La vie y est présente depuis environ 4 milliards d'années, comme en témoignent les plus anciennes traces fossiles, retrouvées dans des roches d'Australie et du Groenland. Pendant l'écrasante majorité de cette durée, elle est restée microscopique. Les organismes complexes, visibles à l'œil nu,
n'occupe que le dernier chapitre de cette longue histoire, environ 600 millions d'années. Et la capacité d'émettre des ondes radio, elle, n'existe que depuis à peine plus d'un siècle. Un siècle sur 4 milliards d'années. Faites le calcul. Si l'histoire de la vie terrestre durait une journée entière de 24 heures, notre période d'émission radio représenterait environ 2 millièmes de seconde, juste avant minuit. Un battement de paupières serait déjà 1000 fois trop long pour la décrire. Voilà la fenêtre minuscule pendant laquelle notre monde, vu de loin, cesse d'être muet. Un observateur lointain qui aurait braqué ses instruments sur la Terre à n'importe quel moment de son histoire aurait eu une chance dérisoire de tomber sur ce fragment d'époque où nous devenons bruyants. Cette asymétrie temporelle change tout. Elle signifie que le silence du ciel n'est pas seulement une question d'espace, de distance, de direction. C'est une question de calendrier. Deux mondes bavards peuvent exister dans la même galaxie et ne jamais se croiser, simplement parce que leurs époques d'émission ne se recouvrent pas. L'un s'est tu 1 million d'années avant que l'autre n'apprenne à écouter. Chercher un signal, dans ces conditions, revient à allumer une lampe de poche pendant 1 seconde, au milieu d'une nuit qui dure des millénaires, en espérant qu'une autre lampe, quelque part dans les collines, s'allume exactement au même instant, tournée exactement vers nous. La coïncidence exigée est si improbable qu'on pourrait s'étonner que nous cherchions encore. Et pourtant nous cherchons, parce que l'enjeu dépasse tout ce que la science a jamais mis en balance. Savoir si l'esprit, la pensée, la conscience technique sont des phénomènes uniques ou des phénomènes répandus. Il y a une autre subtilité, plus dérangeante encore, que le grand public ignore presque toujours. Nous imaginons volontiers la Terre comme un phare, arrosant la galaxie de ses émissions de radio et de télévision depuis un siècle, formant autour de nous une bulle de signaux de 100 années-lumière de rayons qui ne cesserait de grandir. L'image est séduisante, elle est fausse. La quasi-totalité de nos émissions sont faibles, diffuses, non dirigées. Elles se diluent avec la distance selon une loi implacable. L'intensité d'un signal décroît comme le carré de la distance parcourue. À 2 fois plus loin, 4 fois plus faible. À 10 fois plus loin, 100 fois plus faible. À des distances interstellaires, nos feuilletons télévisés et nos bulletins radio se noient dans le bruit de fond cosmique bien avant d'atteindre l'étoile la plus proche. Seuls quelques radars militaires puissants et quelques transmissions dirigées vers des sondes lointaines percent un peu plus loin dans la nuit. La Terre n'est pas un phare, c'est une bougie posée au bord d'un océan noir, et sa lueur s'éteint à quelques pas du rivage. Cette lucidité sur notre propre discrétion doit nous rendre prudents, si nous, civilisation technologique en pleine activité, sommes presque indétectables, combien de mondes tout aussi actifs pourraient nous entourer sans que nous en sachions rien. Il faut maintenant regarder en face la nature très particulière du fait que nous étudions. En science, prouver qu'une chose existe est simple dans son principe. Une seule observation solide, vérifiée, reproductible, et l'affaire est entendue. Prouver qu'une chose n'existe pas est une tâche d'une toute autre ampleur. Il faudrait avoir cherché partout, à toutes les fréquences, à tous les instants, avec une sensibilité parfaite, et n'avoir jamais rien trouvé. Nous en sommes infiniment loin. Des chercheurs ont tenté de chiffrer honnêtement la portion de l'espace des recherches que 6 décennies d'écoute ont réellement couverte, en combinant les directions observées, les bandes de fréquences balayées, les durées d'observation et les sensibilités atteintes. Leur conclusion tient en une image. Si l'ensemble des possibilités était l'océan mondial, ce que nous avons examiné jusqu'ici équivaudrait à peu près au contenu d'une baignoire, peut-être d'un simple seau. Personne ne conclurait que la mer est vide de poissons après y avoir plongé un verre une seule fois. Le silence que nous constatons est donc un silence local, partiel, troué de partout. Il ne prouve rien de définitif. Mais il a une propriété étrange. Il est constant. Chaque nouvelle campagne d'observation, chaque instrument plus puissant, chaque analyse plus fine, renvoie le même résultat. Le verre remonte toujours vide. Et c'est cette constance, davantage que le vide lui-même, qui finit par peser sur l'esprit. Pour comprendre comment cette pesanteur est devenue un problème scientifique, nommé, daté, discuté dans les congrès, il faut remonter à un déjeuner ordinaire de l'été 1950, dans un laboratoire perdu des hauts plateaux du Nouveau-Mexique. Ce jour-là, 4 physiciens marchent vers la cantine du site de Los Alamos. Parmi eux, un homme d'une 50aine d'années,
chauve, au regard vif, considéré par ses pairs comme l'un des esprits les plus rapides de son siècle. Enrico Fermi, prix Nobel, architecte de la première réaction nucléaire contrôlée de l'histoire. La conversation, légère, tourne autour d'un dessin humoristique paru dans un journal, qui met en scène des visiteurs venus d'ailleurs, et autour de la vague d'observation d'objets volants qui agite alors l'opinion américaine. On plaisante, on estime en riant la probabilité de dépasser la vitesse de la lumière, puis on passe à autre chose, comme dans tous les repas du monde. Le groupe s'installe, les plateaux circulent, la discussion dérive vers des sujets techniques. Et soudain, au milieu d'un échange qui n'a plus rien à voir, Fermi relève la tête et lance une question qui fige la table. Les témoins n'ont jamais pu restituer ces mots exacts, mais le sens en est resté. Mais alors, où sont-ils, tous? La question paraît naïve. Elle est tout sauf naïve, car ce qui se passe dans la tête de Fermi à cet instant, ses collègues le savent, c'est un calcul. Fermi était célèbre pour un art singulier, estimé en quelques secondes des ordres de grandeur à partir de presque rien, en enchaînant des hypothèses raisonnables. On raconte qu'il avait évalué la puissance de la première explosion atomique en lâchant simplement des bouts de papier au passage de l'onde de choc et en mesurant leur déplacement. Face à la question des autres mondes, sa mécanique mentale a tourné de la même façon. La galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup sont bien plus vieilles que le Soleil, de plusieurs milliards d'années. Si même une fraction modeste de ces étoiles porte des planètes, si une fraction de ces planètes porte la vie, si une fraction de ces mondes vivants engendre un jour une espèce technicienne, alors le nombre de civilisations apparues au fil de l'histoire galactique devrait se compter en milliers, peut-être en millions. Et voici le coup de grâce du raisonnement. Une civilisation née seulement quelques millions d'années avant nous, un rien à l'échelle cosmique, disposerait d'une avance de développement inconcevable. Songez à ce que nous avons accompli en un siècle, du premier grésillement radio aux sondes qui franchissent aujourd'hui les frontières du système solaire. Étirez cette trajectoire sur 1 million d'années, puis sur 100 millions. Une telle civilisation aurait eu tout le temps d'explorer la galaxie de proche en proche, ou du moins d'y laisser des traces massives, visibles, indiscutables. Le temps disponible est colossal. Les moyens sont concevables. Et le ciel est vide. Voilà le paradoxe qui porte depuis le nom de Fermi et qui n'a rien perdu de son tranchant en 3/4 de siècle. Ce raisonnement s'adosse à un principe que les astronomes manient avec précaution, mais qu'ils ne peuvent pas écarter. Le principe de banalité. Rien, dans notre situation cosmique, ne semble exceptionnel. Notre étoile est une naine jaune parfaitement ordinaire, ni géante ni minuscule, stable, à mi-parcours de sa vie. Notre position dans la galaxie n'a rien de remarquable. Notre planète est un monde rocheux à distance tempérée de son Soleil, une configuration dont nous savons désormais qu'elle se répète des milliards de fois. Notre chimie repose sur le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, c'est-à-dire sur 4 des éléments les plus abondants de tout l'univers. Si nous ne sommes en rien spéciaux, alors ce qui s'est produit ici a dû se produire ailleurs, souvent. Et si cela s'est produit souvent, où sont les autres? Le paradoxe naît exactement de cette tension. Notre banalité apparente d'un côté, notre solitude apparente de l'autre. Les deux constats semblent solides. Ils ne peuvent pas être vrais ensemble sans qu'il manque une pièce au tableau. Toute l'enquête qui suit est la recherche de cette pièce manquante. Il faut immédiatement désamorcer une objection facile, celle qui consiste à dire que nous cherchons depuis trop peu de temps pour conclure quoi que ce soit. L'objection est juste en ce qui concerne l'écoute radio. 60 ans, c'est un souffle, et l'image de la baignoire suffit à le rappeler. Mais le raisonnement de Fermi ne repose pas d'abord sur l'écoute. Il repose sur une absence bien plus large, celle de toute trace physique d'une présence antérieure. Une expansion galactique menée sur des millions d'années aurait laissé des marques, structures artificielles autour des étoiles, modifications anormales de l'environnement stellaire, objets circulant dans les systèmes planétaires, vestiges, débris, cicatrices. Or, partout où nous regardons, les étoiles vieillissent selon les lois de la physique ordinaire, les planètes suivent leurs orbites, la matière obéit sagement aux équations. Aucun aménagement, aucune architecture, aucune anomalie majeure ne s'impose au regard. Le silence n'est pas seulement acoustique, il est architectural, et cette forme-là de silence ne dépend pas de la brièveté de nos écoutes. Elle s'étale sous nos yeux
depuis que nous savons observer le ciel profond. Bien sûr, la prudence s'impose ici aussi. Nous ne savons pas à quoi ressemblerait une transformation d'origine intelligente à l'échelle d'une galaxie. Peut-être serait-elle discrète, économe, fondue dans les processus naturels, au point d'être indiscernable pour des observateurs aussi jeunes que nous. Peut-être avons-nous déjà photographié des indices sans savoir les lire, comme un enfant qui feuillette un traité de mathématiques et n'y voit que des dessins. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, et cette maxime plane sur chaque page de notre enquête. Mais elle ne suffit pas à dissoudre le malaise, car le paradoxe de Fermi ne prétend pas conclure. Il fait mieux. Il transforme une rêverie ancienne, sommes-nous seuls, en un problème structuré, découpable, attaquable, morceau par morceau. Et le premier à avoir tenté ce découpage méthodique fut un jeune radioastronome américain qui, une décennie après le déjeuner de Los Alamos, chercha simplement un ordre du jour pour une petite réunion scientifique et écrivit sans le savoir l'une des formules les plus célèbres de l'histoire des sciences. Cet homme s'appelait Frank Drake. En 1961, il prépare, dans l'observatoire de Green Bank, en Virginie occidentale, la toute première conférence jamais consacrée à la recherche d'intelligence extraterrestre. Une dizaine d'invités seulement, parmi lesquels un jeune astronome nommé Carl Sagan, qui deviendra plus tard la voix la plus écoutée de cette quête. Drake veut structurer les débats. Il se demande de quoi dépend, au juste, le nombre de civilisations avec lesquelles nous pourrions communiquer aujourd'hui dans la galaxie. Il prend une feuille et il commence à écrire une chaîne de facteurs, chacun affinant le précédent, comme une série de portes qu'il faudrait franchir l'une après l'autre. Ce qu'il couche sur le papier ce jour-là n'est pas une formule magique, c'est une carte de notre ignorance, dressée avec une honnêteté remarquable et qui garde aujourd'hui encore toute sa valeur, non parce qu'elle donne une réponse, mais parce qu'elle montre exactement où se cachent les inconnus. Suivons cette chaîne de portes, car elle est l'anatomie même du silence. La première porte concerne la fabrique des étoiles. Notre galaxie n'est pas figée. Elle enfante en permanence de nouveaux soleils dans ses nuages de gaz, au rythme de quelques masses solaires par an. Toutes ces étoiles ne se valent pas pour la vie. Les plus massives sont des torches furieuses qui épuisent leur carburant en quelques millions d'années et meurent dans des explosions dévastatrices. Un délai bien trop court pour qu'une biologie complexe ait le temps de s'installer. À l'autre extrême, les plus petites, les naines rouges, brillent chichement pendant des durées prodigieuses. Mais leur jeunesse est marquée par des colères violentes, des éruptions qui pourraient balayer les atmosphères des mondes trop proches. Entre les deux se trouve la famille des étoiles calmes et durables, dont notre Soleil fait partie, capable de dispenser une lumière stable pendant des milliards d'années. Bonne nouvelle, ce premier facteur est aujourd'hui bien mesuré, et il est généreux. Les étoiles convenables se comptent par dizaines de milliards dans la seule Voie lactée. La première porte est grande ouverte. La deuxième porte demande quelle fraction de ces étoiles possède des planètes. À l'époque de Drake, c'était le brouillard complet. Certains modèles de formation des systèmes solaires laissaient penser que les planètes étaient un sous-produit banal de la naissance des étoiles. D'autres suggéraient qu'elles exigeaient des circonstances rares. Aucune donnée ne permettait de trancher, et cette incertitude a duré plus de 30 ans. Nous verrons bientôt comment elle a volé en éclats, mais disons-le tout de suite, cette porte aussi s'est révélée grande ouverte, plus ouverte encore que les optimistes n'osaient l'espérer. Les planètes sont partout. Troisième porte. Parmi ces planètes, combien offrent des conditions compatibles avec la vie? Il ne suffit pas d'exister. Il faut se trouver à la bonne distance de son étoile, ni brûler ni geler, posséder la bonne taille pour retenir une atmosphère, la bonne composition pour offrir une surface, une chimie, des océans peut-être. Cette question de l'habitabilité, nous y consacrerons un long moment, car elle s'est révélée infiniment plus subtile qu'une simple affaire de thermomètre. Mais ici encore, les premiers recensements livrent des chiffres qui donnent le tournis. Les mondes rocheux, situés dans la zone tempérée de leur étoile, se comptent probablement par milliards dans notre galaxie. 3 portes, 3 réponses favorables. Jusqu'ici, l'univers semble avoir tout préparé pour la vie. C'est à la 4e porte que la lumière s'éteint brutalement. Cette porte demande, parmi les mondes propices, sur combien la vie apparaît-elle effectivement. Et là, il faut avoir le courage de le dire sans détour. Nous n'en savons rien, absolument rien. Nous ne savons pas comment la matière inerte
est devenue matière vivante sur notre propre planète. Nous avons des scénarios, des expériences de laboratoire qui montrent que des molécules organiques complexes se forment volontiers dans les conditions de la Terre primitive, des acides aminés retrouvés jusque dans des météorites tombées du ciel, preuve que les briques élémentaires du vivant flottent en abondance dans l'espace. Mais entre un stock de briques et une maison qui se construit toute seule, se répare toute seule et se reproduit toute seule, il y a un abîme que personne n'a encore franchi en laboratoire, ni observé ailleurs. Nous disposons d'un seul exemple de vie dans tout l'univers connu, la nôtre, et avec un seul exemple, aucune statistique n'est possible. Ce point est si important qu'il faut le formuler dans les deux sens. Si l'apparition de la vie est un phénomène quasi automatique, dès que les conditions sont réunies, une simple affaire de chimie qui se déclenche partout où l'eau, l'énergie et les molécules organiques se rencontrent, alors la quatrième porte est ouverte, la galaxie devrait fourmiller de biosphères, et le silence devient un mystère criant. Si au contraire, cette apparition exige un concours de circonstances moléculaires d'une improbabilité vertigineuse, un alignement d'événements qui ne se réalise qu'une fois sur des milliards de tentatives, alors la porte est presque fermée, la vie est une rareté extrême, et le silence n'a plus rien d'étonnant, il est simplement le bruit d'un univers presque désert. Entre ces deux lectures, l'écart n'est pas d'un facteur 10 ou 100. Il est d'un facteur si gigantesque que ce seul terme pourrait, à lui seul, contenir toute la solution du paradoxe. La cinquième porte enfonce le raisonnement plus profond encore. Parmi les mondes vivants, combien voient un jour émerger une intelligence capable de science et de technique? L'histoire de notre planète invite ici à la modestie. Les archives des roches montrent que la vie terrestre est restée unicellulaire pendant des milliards d'années, prospère, mais simple, avant que n'apparaissent les organismes complexes. Et parmi les millions d'espèces qui ont peuplé les continents et les océans au fil des âges, une seule, très récemment, a bâti des radiotélescopes. Les dinosaures ont régné 160 millions d'années sans jamais tailler un outil. Les dauphins possèdent de grands cerveaux et des sociétés raffinées, mais pas de mains pour saisir, pas de feu sous l'eau, pas de métallurgie possible. L'intelligence technicienne n'est manifestement pas une destination obligatoire du vivant. C'est un chemin de traverse, emprunté ici une seule fois. Est-ce un hasard local ou une règle cosmique? Personne ne peut le dire. Sixième porte. Parmi les espèces intelligentes, combien développent une technologie qui rayonne dans l'espace? Là non plus, rien d'automatique. Une intelligence océanique, si brillante soit-elle, aurait le plus grand mal à domestiquer le feu, donc les métaux, donc l'électricité, donc la radio. Une intelligence dépourvue d'organes de manipulation fine resterait prisonnière de sa pensée. La technologie détectable n'est pas le fruit de l'intelligence seule, mais d'une rencontre entre une intelligence, un corps adapté et un environnement favorable. Encore un rétrécissement du passage. Et voici la septième et dernière porte, la plus vertigineuse de toutes, car elle ne parle plus de naissance mais de durée. Combien de temps une civilisation technicienne reste-t-elle détectable? 1000 ans? 100 000 ans? 100 millions d'années? Ce facteur écrase tous les autres. Une galaxie qui aurait vu naître 1 million de civilisations au fil de son histoire paraîtrait déserte à tout instant donné si chacune ne restait audible que quelques siècles. À l'inverse, une poignée de civilisations quasi immortelles suffirait à remplir le ciel de voix. Et cette dernière porte a ceci de particulier qu'elle nous concerne directement. Nous ne savons pas nous-mêmes combien de temps notre propre monde restera capable et désireux d'émettre. La question du silence cosmique, arrivée à ce point, cesse d'être une question d'astronomie. Elle devient une question sur la solidité des civilisations en général, la nôtre comprise. Ce que révèle cette chaîne de portes, c'est une structure frappante. Toute l'incertitude s'est réfugiée dans la seconde moitié du chemin. Les portes astronomiques sont ouvertes, largement, généreusement. Les portes biologiques et historiques restent plongées dans le noir. Selon les valeurs qu'on leur attribue, toutes défendables en l'état de nos connaissances, le résultat final oscille entre des millions de civilisations bavardes et un chiffre inférieur à 1, c'est-à-dire nous seuls, par accident, dans une galaxie muette. La même carte autorise l'espérance la plus folle et la solitude la plus totale. Ce n'est pas un défaut de la carte, c'est le portrait exact de ce que nous savons, et surtout de ce que nous ignorons. Or,
Pendant que les théoriciens débattaient de ces portes obscures, une révolution se préparait dans un domaine voisin. Une révolution qui allait transformer l'une des grandes inconnues en certitude éclatante et, du même coup, rendre le silence plus pesant que jamais. Cette révolution, c'est la découverte des mondes autour des autres étoiles. Jusqu'au milieu des années 90, rappelons-le, l'humanité ne connaissait qu'un seul système planétaire dans tout l'univers, le sien. Détecter une planète étrangère semblait hors de portée, et pour une raison physique brutale, une planète n'émet pratiquement pas de lumière propre. Elle ne fait que refléter faiblement celle de son étoile, laquelle brille des milliards de fois plus fort. Chercher ce reflet dans l'éclat stellaire, c'est chercher la lueur d'une luciole posée sur le bord d'un projecteur de stade, depuis l'autre bout d'un continent. La détection directe étant désespérée, il fallut ruser, et les ruses inventées comptent parmi les plus belles idées de l'astronomie moderne. La première ruse exploite un détail de mécanique céleste que l'on néglige toujours dans les schémas d'école. Une planète ne tourne pas autour d'une étoile immobile. Les deux corps dansent autour de leur centre de gravité commun. L'étoile, immensément plus lourde, ne décrit qu'un cercle minuscule, une oscillation infime, mais réelle. Et cette oscillation laisse une empreinte dans sa lumière. Quand l'étoile avance vers nous dans sa petite danse, ses ondes lumineuses se compriment imperceptiblement. Quand elle recule, elle s'étire. C'est le même phénomène qui fait changer la tonalité de la sirène d'une ambulance selon qu'elle approche ou s'éloigne, appliqué non pas au son, mais à la lumière. En mesurant ces variations infinitésimales, on peut deviner la présence du partenaire invisible qui fait valser l'étoile, et même estimer sa masse. C'est par cette méthode que, en octobre 1995, deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, annoncent depuis l'Observatoire de Haute-Provence une découverte qui leur vaudra le prix Nobel. Une planète tourne autour de l'étoile 51 Pégase, à 50 années-lumière de nous. La première planète, jamais confirmée, autour d'un autre soleil semblable au nôtre. Mais la vraie surprise n'est pas la découverte elle-même, c'est le monstre qu'elle révèle. Cette planète est une géante gazeuse, comparable à Jupiter, et elle tourne autour de son étoile en 4 jours et demi. 4 jours et demi, là où notre Jupiter met 12 ans. Elle frôle son soleil à une distance 20 fois plus courte que celle qui sépare la Terre d'une autre, sa haute atmosphère chauffée à plus de 1000 degrés. Aucune théorie de l'époque ne prévoyait qu'une géante puisse exister là. Selon tous les modèles, ces mondes massifs ne pouvaient se former que loin de leur étoile, dans les régions froides où les glaces abondent. Il fallut tout repenser et admettre une idée dérangeante. Les planètes voyagent. Elles naissent à un endroit, puis migrent, spiralent, se bousculent, s'éjectent parfois mutuellement dans le vide interstellaire. Les systèmes planétaires ne sont pas des horloges paisibles. Ce sont des histoires mouvementées, pleines de collisions et d'exil. Dès sa première page, le catalogue des mondes étrangers nous apprenait que notre imagination était trop sage. La seconde ruse allait transformer l'exploration en recensement de masse. Son principe tient en une phrase. Quand une planète, vue depuis la Terre, passe exactement devant son étoile, elle en masque une infime fraction, et l'étoile faiblit très légèrement le temps du passage. La baisse est dérisoire, souvent moins d'1%, parfois un 10 000e pour une petite planète rocheuse. Mais elle se répète, régulière comme un métronome, à chaque orbite. Il suffit, si l'on ose dire, de surveiller la luminosité de dizaines de milliers d'étoiles en continu, avec une précision d'horloger, et de guetter ces minuscules clignements. C'est exactement la mission qui fut confiée en 2009 à un télescope spatial nommé Kepler. Pendant 4 ans, cet œil imperturbable a fixé un unique champ d'étoiles à la frontière des constellations du Cygne et de la Lyre, mesurant sans relâche l'éclat de plus de 150 000 soleils. Ce qu'il a rapporté a changé notre place dans l'univers plus sûrement que bien des philosophies. Des milliers de planètes confirmées, des milliers d'autres candidates, et surtout, une diversité que personne n'avait osé prédire. Des géantes brûlantes rasant leur étoile, des mondes de lave, des planètes orbitant autour de 2 soleils à la fois, où chaque soir offre un double coucher d'étoiles, des planètes errantes, arrachées à leur système, voyageant seules dans le noir absolu, et une catégorie entière dont notre système solaire n'offre aucun exemple, les mondes intermédiaires, plus grands que la Terre, plus petits que Neptune, ni tout à fait rocheux, ni tout à fait gazeux, qui se révèlent être le type de planète
le plus répandu de la galaxie. Le plus répandu, et nous n'en possédons aucun. Voilà qui remet à sa place l'idée que notre système serait le modèle standard. Il n'est qu'une variation parmi d'innombrables autres, ni typique, ni centrale. En extrapolant ces moissons, en tenant compte du fait que seule une petite fraction des systèmes présente, par chance géométrique, l'alignement qui rend les passages visibles depuis la Terre, les astronomes sont parvenus à des conclusions désormais gravées dans le marbre des données. Presque toutes les étoiles ont des planètes. Une étoile sur 5 environ, parmi les étoiles semblables au Soleil, possède une planète de taille terrestre dans sa zone tempérée. Rapporté aux centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée, cela donne, au bas mot, plusieurs milliards de mondes rocheux baignant dans la douceur relative de leur étoile. Plusieurs milliards, dans notre seule galaxie, et il y a des centaines de milliards de galaxies. Il faut laisser ce chiffre résonner un instant, car il constitue l'un des deux piliers du paradoxe. L'autre pilier, c'est la ligne verte, presque plate, qui tremble à peine sur l'écran de la salle de contrôle. Des milliards de scènes, aucune voix. Certaines de ces scènes ont d'ailleurs des allures de décors de rêve. En 2017, une équipe annonce la découverte d'un système extraordinaire autour d'une petite étoile rouge et froide, baptisée TRAPPIST-1, à 40 années-lumière de nous. 7 planètes de taille terrestre, 7, serrées autour de leur minuscule soleil, comme des perles sur un fil, dont 3 ou 4 se trouvent dans la zone où l'eau liquide pourrait exister. Le système entier tiendrait à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Depuis la surface de l'une de ces planètes, les autres apparaîtraient dans le ciel, plus grosses que notre pleine lune, montrant leurs continents et leurs nuages éventuels à l'œil nu. 7 mondes voisins, se contemplant mutuellement depuis des milliards d'années. Si la vie s'est allumée sur l'un d'eux, a-t-elle pu passer de l'un à l'autre, portée par les débris des impacts de météorites, ensemençant tout le système, comme le vent disperse les graines? Mais l'existence même d'un tel système, découvert presque par hasard autour d'une étoile insignifiante, suggère que la galaxie regorge d'arrangements que nous n'avons pas encore imaginés. Chaque monde découvert ajoute donc une pierre au même édifice troublant. Tant que les planètes restaient hypothétiques, on pouvait expliquer le silence par la pénurie de lieux. Peut-être la vie n'avait-elle presque nulle part où naître. Cette explication est morte. Les lieux existent, par milliards. Le décor est planté, éclairé, prêt depuis des milliards d'années. Et le rideau, où que nous regardions, reste obstinément baissé. Mais avant de conclure quoi que ce soit, l'honnêteté oblige à un examen plus sévère de ce que signifie vraiment, pour un monde, être propice à la vie. Car la notion d'habitabilité, à mesure qu'on la creusait, s'est révélée être un piège d'une redoutable subtilité, et ce piège pourrait bien contenir une partie de la réponse. L'idée de départ est d'une simplicité désarmante. La vie telle que nous la connaissons a besoin d'eau liquide. Partout sur Terre où il y a de l'eau, il y a de la vie. Dans les sources bouillantes acides, dans les fosses océaniques écrasées de pression, dans les fissures des roches à des kilomètres sous nos pieds, dans les lacs enfouis sous les glaces polaires. L'eau est le milieu où les molécules se rencontrent, se combinent, s'assemblent, en structures toujours plus complexes. On a donc défini, autour de chaque étoile, une bande de distance où une planète recevrait juste assez de chaleur pour que l'eau reste liquide en surface. Trop près, elle bout et s'échappe. Trop loin, elle gèle à jamais. Cette bande a reçu un surnom emprunté à un conte pour enfants, celui de la petite fille qui goûte 3 bols et choisit celui qui n'est ni trop chaud ni trop froid, la zone juste comme il faut. L'image est charmante. La réalité l'est beaucoup moins, et 2 mondes de notre propre voisinage suffisent à le démontrer de façon glaçante. Le premier de ces mondes est Vénus, notre jumelle. Même taille que la Terre, même masse, même composition rocheuse, à peine plus proche du Soleil. Sur le papier, une sœur. Dans les faits, une vision d'enfer. Son atmosphère, 92 fois plus massive que la nôtre, presque entièrement composée de gaz carbonique, emprisonne la chaleur avec une efficacité monstrueuse. La température au sol dépasse 460 degrés, assez pour faire fondre le plomb, et la pression y équivaut à celle qui règne à 900 mètres sous la mer. Des nuages d'acide sulfurique voilent éternellement sa surface. Les rares sondes qui s'y sont posées ont survécu moins de 2 heures avant d'être broyées et cuites. Or, les modèles suggèrent que Vénus n'a pas toujours été ainsi. Il est possible qu'elle ait porté,
dans sa jeunesse, des océans tièdes pendant 1 ou 2 milliards d'années, avant qu'un emballement de l'effet de serre ne fasse tout basculer. L'eau s'évapore, la vapeur piège davantage de chaleur, ce qui évapore plus d'eau encore, et la spirale ne s'arrête que lorsque les océans entiers sont montés au ciel, puis se sont perdus dans l'espace. Si cette histoire est exacte, alors un monde peut être habitable pendant 1 milliard d'années, puis mourir. L'habitabilité n'est pas un état, c'est un équilibre, et les équilibres se brisent. Le second avertissement s'appelle Mars. Plus petite que la Terre, plus lointaine, la planète rouge affiche aujourd'hui un visage de désert glacé, balayé de tempêtes de poussière, sous une atmosphère 100 fois trop ténue pour retenir la chaleur ou permettre à l'eau de couler. Et pourtant, les robots qui arpentent sa surface roulent littéralement sur les preuves d'un autre passé. Lits de rivières asséchés, deltas fossiles, galets arrondis par des courants disparus, minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau durable. Mars a eu des lacs, des rivières, peut-être un océan boréal, il y a plus de 3,5 milliards d'années. Que s'est-il passé? La réponse tient probablement dans ses entrailles. Trop petite, la planète a refroidi vite, son noyau métallique a cessé de brasser, et avec lui s'est éteint le champ magnétique qui faisait bouclier. Privée de cette protection invisible, son atmosphère s'est retrouvée exposée au vent de particules que crache continuellement le Soleil, et elle a été arrachée, molécule après molécule, siècle après siècle, jusqu'à ne laisser qu'un voile. Le monde des rivières est devenu le monde de la rouille. Ces deux destins encadrent le nôtre comme deux avertissements sculptés aux portes du système solaire. À notre gauche, la sœur étouffée par son propre ciel. À notre droite, le frère dépouillé du sien. Et au milieu, la Terre, qui a tenu l'équilibre pendant 4 milliards d'années grâce à un concours de circonstances dont chaque élément donne le vertige quand on l'examine. Un noyau toujours actif, qui entretient le bouclier magnétique. Une tectonique des plaques qui recycle inlassablement le carbone entre l'air, les océans et les roches, agissant comme un thermostat planétaire sur des millions d'années. Une lune anormalement grande, née d'une collision titanesque aux premiers âges, et qui stabilise l'inclinaison de notre axe, épargnant au climat des oscillations chaotiques. Une géante, Jupiter, postée en sentinelle extérieure, dont la gravité dévie ou capture une partie des projectiles errants. Retirer une seule de ces pièces, et l'histoire de la vie terrestre aurait peut-être tourné court. Combien de mondes, parmi les milliards recensés dans les zones tempérées, disposent de la panoplie complète? La question rétrécit brutalement les perspectives. Et ce n'est pas fini. Considérez les naines rouges, ces petites étoiles froides qui constituent les 3/4 de la population galactique. Leurs zones tempérées existent, mais elles sont blotties tout contre l'étoile, si près qu'une planète qui s'y trouve subit des effets de marée puissants et finit, dans bien des cas, par se verrouiller. Elle présente éternellement la même face à son Soleil, comme la Lune vers la Terre. Un hémisphère en jour perpétuel, l'autre en nuit sans fin, et entre les deux un anneau de crépuscule éternel où la température serait supportable. Peut-on vivre sur un monde ainsi figé? Les modèles climatiques suggèrent que des atmosphères épaisses ou des océans pourraient redistribuer la chaleur et adoucir le contraste. Mais un autre danger guette. Les naines rouges, surtout jeunes, sont sujettes à des éruptions colossales, des déflagrations de rayonnement qui peuvent, en quelques heures, délivrer à leur planète proche des doses capables de stériliser une surface et d'éroder une atmosphère. Les milliards de mondes tempérés des naines rouges sont peut-être, pour beaucoup, des mondes régulièrement passés au feu. Il faut encore ajouter le temps à ce tableau, car l'habitabilité est une fenêtre qui s'ouvre et se referme. Les étoiles ne brillent pas d'un éclat constant, elles gagnent lentement en luminosité au fil de leur vie. Notre Soleil brille aujourd'hui environ 30% plus fort qu'à la naissance de la Terre, et il continuera de s'échauffer. Dans 1 milliard d'années environ, sa clarté croissante rendra notre monde trop chaud pour les océans, bien avant sa fin d'étoile. La zone tempérée n'est pas une adresse fixe, c'est une frontière qui migre vers l'extérieur, abandonnant derrière elle les mondes qu'elle abritait, en promettant d'autres qu'elle atteindra plus tard. Une planète doit non seulement se trouver au bon endroit, mais y rester assez longtemps, pendant les milliards d'années que semble exiger la lente montée vers la complexité. Certains chercheurs élargissent même la question à la galaxie entière. Trop près du centre galactique,
Les étoiles se serrent, les explosions d'étoiles massives se multiplient, et leur déluge de rayonnement pourrait stériliser périodiquement les mondes alentours. Trop loin, dans les faubourgs, les éléments lourds nécessaires à la fabrication de planètes rocheuses se raréfient. Il existerait ainsi un anneau privilégié, une zone tempérée galactique, où la chimie est assez riche et l'environnement assez calme. Notre Soleil y circule paisiblement. Simple coïncidence ou condition supplémentaire sur la liste déjà longue, le débat reste ouvert, mais la tendance est claire. Chaque fois que nous approfondissons la notion d'habitabilité, nous découvrons une nouvelle exigence, un nouveau filtre, un nouveau péage sur la route de la vie durable. Et pourtant, au moment même où cette liste d'exigences s'allongeait, une découverte inattendue est venue tout compliquer dans l'autre sens, en révélant des refuges possibles là où personne ne songeait à chercher. Loin du Soleil, dans le royaume glacé des planètes géantes, des sondes ont survolé des lunes qui auraient dû être des blocs de glace morts. Europe, autour de Jupiter, montre une surface de glace fracturée, striée, rajeunie, sous laquelle les mesures gravitationnelles et magnétiques révèlent un océan d'eau liquide salée, profond peut-être de 100 km, contenant plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Encelade, petite lune de Saturne, fait mieux encore. Elle crache par ses fissures australes des geysers de vapeur et de grains de glace que la sonde Cassini a traversé et analysé en plein vol, y trouvant des sels, des molécules organiques et des indices d'une activité hydrothermale au fond de son océan caché, c'est-à-dire précisément le type d'environnement où certains scénarios situent les premières étincelles de la vie terrestre. Ces mondes-là ne figurent dans aucune zone tempérée classique. Leur chaleur ne vient pas de leur étoile, mais du pétrissage gravitationnel que leur inflige leur planète géante. S'ils sont habitables, alors la carte des refuges possibles explose. Chaque géante gazeuse de la galaxie, même errant loin de toute lumière, pourrait transporter son cortège d'océans secrets. Mais notez le piège, car il est cruel pour notre enquête. Une vie née sous 20 km de glace, dans une nuit éternelle, ne verrait jamais les étoiles. Elle pourrait prospérer 1 milliard d'années sans soupçonner qu'un univers existe au-dessus de son plafond gelé, sans jamais concevoir la radio, sans jamais nous chercher. Les océans cachés sont peut-être les berceaux les plus nombreux de la galaxie et les plus définitivement silencieux. Revenons maintenant à l'écoute elle-même, car son histoire est une leçon d'humilité et de ténacité mêlée. Tout commence au printemps 1960, quand Frank Drake, encore lui, braque l'antenne de 26 mètres de Green Bank vers 2 étoiles voisines ressemblant au Soleil, Tau de la Baleine et Epsilon de l'Éridan, à une douzaine d'années-lumière. Il baptise son projet d'un nom de conte, celui d'une princesse d'un royaume lointain, Ozma. Pendant 150 heures, réparties sur 2 mois, il écoute une seule fréquence, guettant dans le grésillement la moindre régularité artificielle. Un matin, l'aiguille s'affole. Un signal puissant, pulsé, net. Le cœur de l'équipe s'emballe, avant que la vérité ne tombe. Prosaïque. C'était un avion militaire. Le premier faux espoir d'une longue série. Ozma n'entendit rien d'autre que le souffle naturel du cosmos. Mais l'essentiel était accompli. Pour la première fois de son histoire, notre espèce avait tendu l'oreille vers les étoiles, délibérément, méthodiquement, pour y chercher quelqu'un. Le choix de la fréquence d'écoute, lui non plus, ne devait rien au hasard, et il mérite qu'on s'y attarde, car il révèle toute la logique et toute la fragilité de la démarche. Le spectre radio est immense. Écouter partout à la fois était impossible. Il fallait un point de rendez-vous, une fréquence, que 2 civilisations ne s'étant jamais parlé pourraient choisir indépendamment, chacune devinant que l'autre y penserait aussi. Les pionniers crurent le trouver dans la physique elle-même. L'hydrogène, l'atome le plus abondant de l'univers, émet naturellement un chuchotement radio à une fréquence précise, connue de quiconque étudie le ciel, où que ce soit dans la galaxie. Juste à côté chante une autre molécule cousine, et entre ces 2 repères s'étend une bande étonnamment calme, où le vacarme naturel du cosmos retombe. On surnomma cette bande le point d'eau, par analogie avec ces mares de la savane, où toutes les espèces, même ennemies, viennent boire côte à côte. Si quelqu'un, quelque part, voulait être entendu, c'est là qu'il émettrait. Le raisonnement était élégant. Il reposait, remarquons-le, sur un pari discret, que des esprits nés sous d'autres cieux
raisonnerait comme nous. Nous reviendrons sur ce pari, car il pourrait bien être la faille de tout l'édifice. Et puis vint la nuit du 15 août 1977. Dans la campagne de l'Ohio, un radiotélescope au surnom affectueux d'oreille géante balaie le ciel d'une façon particulière. Il ne bouge pas. Fixe, immense, il laisse la rotation de la Terre faire défiler lentement la voûte céleste devant lui, chaque point du ciel traversant son champ de vision en 72 secondes exactement. Les données s'impriment en colonnes de chiffres et de lettres sur du papier listing, que des bénévoles épluchent après coup. Quelques jours plus tard, un astronome nommé Jerry Ehman s'installe à sa table de cuisine avec la pile des sorties d'imprimante. Un travail monotone, ligne après ligne de valeurs faibles, le ronron ordinaire de l'univers. Et soudain, au milieu de la page, une séquence qui n'a rien à faire là. 6 caractères, indiquant une intensité qui grimpe brutalement, culmine à 30 fois le bruit de fond, puis redescend. La montée et la descente épousent exactement le profil qu'aurait une source fixe dans le ciel, balayée par la rotation terrestre, sur la durée exacte de 72 secondes. La fréquence, en plein dans le point d'eau, a un souffle de l'arrêt de l'hydrogène. La largeur du signal, étroite, concentrée, comme le serait une émission artificielle, et non étalée comme les phénomènes naturels. Tout, absolument tout, correspond au portrait robot que les chercheurs avaient dressé du signal espéré. Ehman saisit un stylo rouge, entoure les 6 caractères, et écrit dans la marge un seul mot, une exclamation de stupeur qui allait entrer dans l'histoire et donner son nom à l'événement, le signal WOW. Ce qui suit est peut-être plus fascinant encore que le signal lui-même. Dès les jours suivants, l'oreille géante se tourne à nouveau vers cette région du ciel, dans la constellation du Sagittaire, en direction du cœur de la galaxie. Rien. On recommence, encore et encore. Rien. Au fil des décennies, des télescopes plus sensibles reprennent la traque, cumulant des centaines d'heures sur ce point précis du ciel. Rien. Jamais. Le signal a parlé une fois, 72 secondes, et s'est tu pour toujours. Et c'est là que la science se retrouve face à l'un de ses dilemmes les plus purs. Que faire d'un événement unique, spectaculaire et non reproductible? Les hypothèses ont défilé, chacune butant sur un obstacle. Une interférence terrestre, un satellite, un radar, mais la bande de fréquences concernée est protégée par les accords internationaux, réservés à l'astronomie, et surtout le profil temporel du signal, cette montée et cette descente parfaitement conformes au balayage céleste, cadre mâle avec une source proche. Une comète, dont les enveloppes d'hydrogène peuvent émettre à ces fréquences, l'idée fut proposée des décennies plus tard et fit grand bruit, avant que l'analyse ne montre que les comètes candidates ne se trouvaient pas au bon endroit au bon moment, et que leur émission serait de toute façon trop faible et trop étalée. Un phénomène astrophysique inconnu? Possible, toujours possible. Le ciel nous a souvent surpris. Une émission artificielle lointaine, captée par un coup de chance inouï, un faisceau qui balayait l'espace et croisa la Terre une seule fois, comme le pinceau d'un phare tournant frôle un instant une barque perdue? Rien ne l'exclut, rien ne le prouve. Près d'un demi-siècle plus tard, le signal WOW demeure exactement ce qu'il était au premier soir. Un point d'interrogation, entouré de rouge, ni preuve, ni illusion, suspendu dans les archives comme un défi. Sa vraie leçon est ailleurs, et elle est double. D'abord, il a montré que nos critères pouvaient être remplis. Le ciel est capable de produire, au moins une fois, exactement ce que nous cherchions, ce qui interdit de fermer le dossier. Ensuite, il a révélé au grand jour la faiblesse structurelle de notre écoute. Nous n'observions ce point du ciel que quelques minutes par jour. Un signal périodique, intermittent, ou simplement mal synchronisé avec nos horaires, pouvait y briller régulièrement sans que nous le sachions. Le silence que nous mesurons n'est pas le silence du ciel, c'est le silence des instants précis où nous avons daigné écouter. La nuance est immense. Depuis, la traque a changé d'échelle, sans changer de résultat. Les récepteurs modernes analysent simultanément des milliards de canaux de fréquences, là où OSMA n'en écoutait qu'un. Des programmes dotés de moyens considérables passent au crible des centaines de milliers d'étoiles, archivent des volumes de données que des algorithmes fouillent sans relâche, traquant toute régularité suspecte. Et les fausses alertes, elles, n'ont pas manqué, chacune ajoutant son chapitre au grand récit de la prudence. En 1967, une étudiante de Cambridge,
Jocelyn Bell, découvre dans ses relevés une pulsation radio d'une régularité si parfaite, un battement toutes les 1,3 secondes, que son équipe surnomme la source, mi-sérieuse, mi-amusée, petits hommes verts. Pendant quelques semaines, l'hypothèse d'une balise artificielle est discutée dans le plus grand sérieux, jusqu'à ce que la découverte d'autres sources semblables, disséminées dans tout le ciel, révèle la vérité. On venait de découvrir les pulsars, des cadavres d'étoiles tournant sur eux-mêmes, en émettant des faisceaux radio, l'un des objets les plus extrêmes de l'univers. La nature, une fois de plus, s'était montrée plus inventive que nos soupçons. Plus récemment, un signal étroit semblant provenir de la direction de l'étoile la plus proche du Soleil a mis en émoi les équipes d'un grand programme d'écoute, avant qu'une analyse minutieuse de plusieurs mois ne le classe parmi les interférences d'origine humaine, produits de nos propres technologies, se réfléchissant dans nos instruments. À chaque fois, le scénario se répète, l'espoir, l'enquête, la déception, et une leçon supplémentaire sur l'art de ne pas se raconter d'histoire. Car c'est peut-être cela, la grandeur discrète de cette quête, des générations de chercheurs qui, depuis 60 ans, refusent à la fois de renoncer et de céder à l'illusion, tenant la ligne de crête entre deux gouffres, celui du découragement et celui de la crédulité. Il est temps d'affronter l'idée la plus puissante et la plus dérangeante que cette énigme ait fait naître. Elle part d'un constat d'une logique implacable. Entre une planète stérile, simple caillou baigné de lumière, et une civilisation capable de se faire entendre à travers la galaxie, s'étend un chemin fait d'étapes obligatoires, une succession de seuils qu'aucun monde ne peut contourner. Il faut que la chimie s'organise en systèmes capables de se copier eux-mêmes. Il faut que ces systèmes se perfectionnent, se protègent, deviennent cellules. Il faut que les cellules simples franchissent le cap de la complexité interne. Il faut que la complexité engendre des organismes, des sens, des systèmes nerveux. Il faut qu'apparaisse une forme d'intelligence, puis que cette intelligence rencontre les conditions de la technique, puis que la technique atteigne le seuil des émissions interstellaires. Et il faut enfin que ce stade, une fois atteint, dure. Voilà la chaîne complète. Or, le silence que nous observons, combiné à l'abondance des mondes que nous avons établis, autorise une déduction d'une froideur mathématique. Quelque part sur ce chemin, il existe au moins un passage que presque personne ne franchit. Un goulot d'étranglement si sévère qu'il réduit des milliards de candidats à un nombre de finalistes proche de zéro. Sans un tel barrage, la galaxie aurait dû, en 13 milliards d'années, se remplir de voix, de traces, de présence. Elle est vide, ou du moins muette. Donc le barrage existe. On lui a donné un nom qui claque comme une porte, le grand filtre. La question n'est pas de savoir s'il existe. La question, la seule qui compte, et elle nous concerne au premier chef, est de savoir où il se trouve, derrière nous ou devant nous. Pesez bien la différence, car elle décide de la couleur de notre avenir. Si le filtre est derrière nous, cela signifie que l'une des étapes déjà franchies par notre monde était d'une improbabilité extrême, un événement qui n'arrive presque jamais, nulle part. Dans ce cas, la partie difficile est jouée. Nous sommes les détenteurs improbables d'un billet gagnant tiré parmi des milliards, et rien, dans la structure de l'univers, ne s'oppose plus fondamentalement à notre développement. Le silence s'expliquerait alors très simplement. Il n'y a presque personne d'autre, parce que presque personne d'autre n'a passé l'épreuve. La solitude serait le prix de la chance. Mais si le filtre est devant nous, le tableau s'inverse et s'assombrit. Cela voudrait dire que les étapes menant jusqu'à notre niveau sont relativement communes, que des mondes sans nombre ont porté la vie, la complexité, l'intelligence, la technique, et que tous, ou presque tous, se sont brisés sur un obstacle situé après le stade où nous nous trouvons. Un obstacle que nous n'avons pas encore rencontré. Dans cette lecture, le silence n'est plus une simple absence, c'est un cimetière. Chaque étoile muette pourrait marquer l'emplacement d'une aventure interrompue, d'une civilisation qui a existé, espéré, émis peut-être pendant quelques siècles, puis s'est tue. Et nous avancerions, insouciants, vers le même mur invisible. Alors, où placer le filtre? Examinons les candidats un par un, comme des suspects dans une enquête. Le premier suspect est l'origine de la vie elle-même, ce passage de la chimie à la biologie que nous avons déjà identifié comme le trou noir de nos connaissances. À charge, personne n'a jamais reproduit cette transition, et sa mécanique intime reste inconnue, ce qui laisse toute latitude pour qu'elle soit prodigieusement improbable.
À décharge, sur Terre, la vie semble être apparue vite, presque aussitôt que les conditions l'ont permis, quelques centaines de millions d'années à peine après la fin du grand bombardement de météorites qui martelait la jeune planète. Quand un événement se produit dès que c'est possible, on est tenté d'y voir un signe de facilité. Mais avec un seul exemple, l'argument reste fragile. Le vainqueur d'une loterie, interrogé, dira toujours qu'il a gagné du premier coup. Le deuxième suspect est plus discret, et c'est peut-être le plus redoutable de tous. Il se cache au milieu de l'histoire terrestre, dans un épisode que le grand public ignore presque totalement. Pendant environ 2 milliards d'années, soit la moitié de toute l'histoire de la vie, notre planète n'a porté que des cellules simples, minuscules, sans noyau, prospères mais bloquées à un niveau élémentaire d'organisation. Puis, un événement singulier s'est produit, un seul, dont toute la vie complexe descend. Une cellule en a englouti une autre sans la digérer, et les deux ont conclu une association permanente, la cellule capturée devenant la centrale énergétique de son hôte. De ce mariage improbable sont issues toutes les cellules complexes, donc toutes les plantes, tous les animaux, tous les êtres visibles qui aient jamais existé. Un événement unique, en 4 milliards d'années, sur une planète qui réalisait pourtant, à chaque instant, des milliards de milliards d'essais. Si ce verrou-là est aussi dur qu'il en a l'air, alors la galaxie pourrait être saturée de mondes vivants, mais vivants à la manière d'un film de bactéries, des océans entiers de vie microscopique, prospérant depuis des milliards d'années, sans jamais accéder à la complexité, sans jamais produire un être capable de lever les yeux. Le silence s'expliquerait sans qu'aucun drame soit nécessaire. L'univers murmurerait de vie partout et ne parlerait nulle part. Troisième suspect, l'intelligence technicienne. Nous l'avons vu, la Terre l'a produite une seule fois, tardivement, au terme d'une trajectoire pleine de bifurcations contingentes, dont une catastrophe cosmique. Voici 66 millions d'années, un astéroïde d'une dizaine de kilomètres a frappé l'actuel golfe du Mexique, effaçant en quelques saisons les grands reptiles qui dominaient les continents depuis un temps immémorial, et libérant la Seine pour de petits survivants à sang chaud dont nous descendons. Sans ce projectile, arrivé à cet endroit précis, sous cet angle précis, l'histoire aurait-elle produit un bâtisseur de radiotélescopes? Nul ne peut l'affirmer. Chaque monde vivant joue sa propre partie de dés, et rien ne garantit que la case intelligence figure souvent sur le parcours. Mais voici où le raisonnement prend un tour vertigineux, presque paradoxal, et il faut le suivre avec attention. Supposons que, dans les décennies qui viennent, nous découvrions de la vie ailleurs, des microbes dans les océans cachés d'Europe, des signatures biologiques dans l'atmosphère d'une planète lointaine. Instinctivement, nous fêterions la plus grande découverte de l'histoire. Or, dans la logique du grand filtre, cette nouvelle merveilleuse porterait une ombre, car chaque étape que nous découvrons franchie ailleurs est une étape rayée de la liste des filtres possibles situés derrière nous. Si la vie apparaît facilement, alors le barrage n'est pas à l'origine de la vie. Si nous trouvions un jour des fossiles d'organismes complexes sur un autre monde, le barrage ne serait pas non plus à la complexité. De déduction en déduction, plus la vie se révélerait commune et avancée ailleurs, plus la probabilité se déplacerait vers la seule hypothèse restante. Le filtre est devant nous. Ce serait la découverte la plus enthousiasmante et la plus inquiétante de tous les temps, dans le même instant. Une galaxie pleine de vie et vide de voix serait un message, et ce message ne serait pas rassurant. Inversement, et c'est l'ironie finale de cette logique, chaque sonde qui revient bredouille, chaque monde stérile, chaque océan mort, renforce l'hypothèse que le grand barrage est derrière nous, déjà franchi, et que notre solitude est le revers d'une chance immense. Le vide serait une bonne nouvelle. Le silence serait une bénédiction déguisée. Voilà où mène le raisonnement. À un univers où l'espérance et l'inquiétude ont troqué leur place habituelle, où trouver des compagnons serait un mauvais présage et n'en trouver aucun, un soulagement secret. Peu d'idées scientifiques auront à ce point renversé nos intuitions. Mais le grand filtre n'est pas la seule clé possible, et il serait imprudent de s'y enfermer. Une autre famille d'explications ne parle ni de barrières ni d'improbabilité, mais de calendrier. Et si nous étions simplement arrivés trop tôt? L'idée mérite qu'on la déplie, car elle repose sur l'histoire chimique de l'univers, l'un des récits les plus grandioses que la science ait reconstitué. Aux premiers âges, le cosmos ne contenait pratiquement que les deux atomes les plus simples, l'hydrogène
et l'hélium. Ni carbone, ni oxygène, ni fer, ni silicium, aucun des matériaux dont on fait les planètes rocheuses et les corps vivants. Tous ces éléments ont dû être forgés, atome par atome, dans les fournaises centrales des étoiles, puis libérés dans l'espace lors de leur mort, notamment dans ces explosions colossales qui ensemencent les nuages environnants. Chaque génération stellaire a enrichi le milieu galactique, léguant à la suivante un héritage de matières plus nobles. Le fer de notre sang, le calcium de nos os, l'oxygène que nous respirons, tout cela a été cuit dans des cœurs d'étoiles disparues bien avant la naissance du Soleil. Il a donc fallu attendre, des milliards d'années, que la galaxie accumule assez d'éléments lourds pour fabriquer couramment des mondes rocheux et stables. Les toutes premières générations de planètes, si elles ont existé, étaient probablement pauvres, chétives, baignées de surcroît dans un environnement plus violent, saturé d'explosions stellaires. Dans cette lecture, la fenêtre de la vie complexe ne s'est peut-être ouverte que tard dans l'histoire cosmique, et nous nous tiendrions près de son seuil. Ajoutez à cela une considération sur l'avenir, et le tableau devient saisissant. Les étoiles les plus durables de l'univers sont les plus petites, ces naines rouges qui consomment leur carburant avec une avarice extrême, et brilleront pendant des centaines de milliards d'années, 100 fois, 1000 fois plus longtemps que le Soleil. La grande majorité des mondes habitables qui existeront un jour, autour de ces étoiles quasi éternelles, ne sont pas encore nés. Si l'on étale sur une frise l'ensemble des époques où la vie sera possible dans l'univers, notre présent se situe tout au début, dans les premières lueurs de l'aube. Peut-être sommes-nous parmi les tout premiers invités d'une réception qui durera des temps inimaginables, arpentant des salles encore vides, prenant pour un abandon ce qui n'est qu'une avance. Le silence ne dirait pas « personne ne viendra ». Il dirait « vous êtes en avance, asseyez-vous ». Cette hypothèse a un charme puissant, mais l'honnêteté oblige à lui opposer l'objection de Fermi elle-même. Même si les civilisations sont rares et tardives en moyenne, il suffirait qu'une seule ait devancé la moyenne de quelques centaines de millions d'années pour avoir eu le temps de marquer la galaxie. Sauf, précisément, si marquer la galaxie est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. Et c'est ici qu'il faut affronter le mur des distances, car aucune discussion sur le silence n'est honnête sans lui. Prenons l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, à 4 années-lumière et des poussières. Pour se représenter ce que cela signifie, réduisons tout. Si le Soleil était une bille de 2 cm posée à Paris, la Terre serait un grain de poussière à 2 mètres de la bille, et Proxima serait une autre bille posée au-delà de Moscou. Entre les deux, rien. Un vide presque parfait, long de milliers de kilomètres à cette échelle. Voilà le tissu réel de la galaxie, des grains de sable séparés par des océans de néant. Nos machines les plus rapides donnent la mesure du défi. Les sondes Voyager, lancées en 1977, filent hors du système solaire à 17 km par seconde, soit plus de 60 000 km à l'heure. À cette vitesse, si elle pointait vers Proxima, le voyage durerait plus de 70 000 ans. 70 000 ans pour la porte d'à côté. Et accélérer davantage se paie au prix fort. L'énergie nécessaire pour pousser un vaisseau à une fraction notable de la vitesse de la lumière croît de façon explosive. Propulser un simple véhicule de quelques tonnes à 1/10 de la vitesse de la lumière exigerait une énergie comparable à la consommation de l'humanité entière pendant des années, concentrée dans un seul lancement. Sans parler du danger, à ces vitesses, un grain de poussière interstellaire frappe avec la violence d'un obus, et le vaisseau devrait survivre des décennies à ce tir continu, sans port, sans secours, sans pièces de rechange. La physique n'interdit pas le voyage interstellaire. Elle le tarife à un prix si exorbitant qu'on peut légitimement se demander si quiconque, où que ce soit, juge la dépense raisonnable. Peut-être chaque civilisation, après calcul, reste-t-elle chez elle, non par timidité, mais par arithmétique. Le silence serait alors celui d'îles trop lointaines pour s'échanger autre chose que de la lumière. Face à ce mur, une échappatoire théorique existe pourtant, et elle est si puissante qu'elle retourne l'argument comme un gant. Nul besoin d'envoyer des êtres vivants. Envoyons des machines. Une sonde automatique ne vieillit pas, ne s'ennuie pas, ne mange pas. Mieux, on peut concevoir, sur le papier, une sonde capable, à l'arrivée dans un système stellaire, d'exploiter les astéroïdes locaux pour construire des copies d'elle-même, lesquelles repartiraient vers d'autres étoiles, et ainsi de suite.
La croissance serait exponentielle. Une sonde devient 2, puis 4, puis 1000, puis des milliards. Les calculs montrent qu'avec des vitesses même modestes, une telle vague explorerait la galaxie entière en quelques dizaines de millions d'années, un instant à l'échelle cosmique. Conclusion dérangeante. Si une seule civilisation, une seule, en 13 milliards d'années, avait lancé un tel programme, ses émissaires devraient être partout, y compris ici, dans notre système solaire, tapis parmi les astéroïdes, silencieux peut-être, mais présent. Nous n'en voyons aucun. Cette absence est peut-être l'argument le plus troublant de tout le dossier, car il ne dépend ni de nos écoutes, ni de nos fréquences. Il suffirait d'un visiteur, un seul, et il n'y en a pas. À moins, bien sûr, que nous ne sachions tout simplement pas regarder. Notre inventaire du système solaire est bien plus lacunaire qu'on ne le croit. Nous découvrons chaque année des milliers d'astéroïdes ignorés, et un objet de quelques mètres, inerte, sombre, échapperait sans peine à tous nos relevés. L'espace autour de nous pourrait héberger 10 000 sentinelles endormies que nous n'en saurions rien. À ce sujet, un épisode récent a donné à ces spéculations une saveur inattendue. En octobre 2017, un télescope de veille, installé à Hawaï, détecte un objet qui traverse le système solaire à une vitesse telle qu'il ne peut pas appartenir au Soleil. Il vient d'ailleurs, des profondeurs interstellaires, premier visiteur de ce type jamais observé. On le baptise d'un mot hawaïen, évoquant un messager venu de loin, Oumuamua, et plus on l'observe, plus il déroute. Sa luminosité varie énormément, suggérant une forme extraordinairement allongée ou aplatie, sans équivalent connu, parmi les astéroïdes et les comètes. Il ne montre aucune queue, aucun dégagement de gaz visible, et pourtant, en s'éloignant du Soleil, il accélère légèrement, comme poussé par une force douce que la gravité seule n'explique pas. Les astronomes ont proposé des explications naturelles ingénieuses, un iceberg d'hydrogène, un fragment d'azote gelé, arraché à un monde lointain, une comète au dégazage invisible, et la communauté penche très majoritairement pour une origine naturelle. Mais l'objet est reparti trop vite pour être étudié à fond, emportant son mystère vers les étoiles, et il laisse derrière lui une leçon précieuse. Des corps voyagent bel et bien d'étoile en étoile, en permanence, et notre galaxie est traversée d'errants dont nous ne savions rien il y a 10 ans. Les instruments de veille qui entrent en service en détecteront bientôt des dizaines d'autres. Chacun sera examiné, mesuré, questionné. La frontière entre l'astronomie des cailloux et la recherche des artefacts vient de s'ouvrir, discrètement, et personne ne sait ce qu'elle livrera. Reste une famille d'explications d'une toute autre nature, qui ne parle ni de barrières, ni de distance, ni de calendrier, mais de volonté. Et si le silence était un choix, l'idée se construit à partir d'une situation stratégique très particulière, propre aux distances interstellaires. Imaginez deux civilisations qui se découvrent mutuellement, séparées par 100 années-lumière. Tout message met un siècle à l'aller, un siècle au retour. Aucun dialogue véritable n'est possible, aucune confiance ne peut se construire, aucune intention ne peut se vérifier. Chacune ne sait de l'autre qu'une chose, elle existe, et elle est peut-être au moment même où l'on y pense, en train de devenir plus puissante. Dans une telle incertitude, impossible à lever par principe, un raisonnement froid peut s'imposer. Se signaler, c'est s'exposer, sans rien pouvoir vérifier de celui qui écoute. Ajoutez la symétrie inévitable des âges, car deux civilisations qui se croisent ont toutes les chances d'être séparées par des millions d'années de développement, et la prudence devient vertigineuse. Le plus jeune des deux mondes se révélerait à un aîné dont les capacités lui seraient aussi incompréhensibles que nos satellites le seraient à un scribe de l'Antiquité. Si chaque civilisation, indépendamment, aboutit à ce même calcul, alors toutes écoutent et aucune ne parle. L'univers serait une salle comble où chacun retient son souffle, une forêt nocturne où chaque promeneur éteint sa lanterne en devinant les autres entre les arbres. Le silence ne signifierait pas le vide, il signifierait la prudence, généralisée, symétrique, indéfiniment stable. Cette vision a une cohérence glaçante, mais il faut la manier avec précaution, car elle projette sur des esprits inconnus une psychologie bien précise, faite de méfiance et de calcul, qui ressemble surtout à la nôtre dans ces mauvais jours. Rien ne prouve que la crainte soit une constante universelle. Et surtout, l'hypothèse souffre d'une faille technique. Se taire ne suffit pas à se cacher.
Une civilisation industrielle, même parfaitement muette, transpire de la physique par tous ses pores. Elle chauffe, elle éclaire. Elle transforme son atmosphère, son orbite, son environnement. Pour disparaître vraiment, il ne faudrait pas seulement fermer sa bouche, il faudrait effacer son ombre. Et c'est précisément cette idée, traquer les ombres, plutôt qu'attendre les voix, qui a ouvert le front le plus fascinant de la recherche contemporaine. Le raisonnement de fond tient en deux lois que rien, nulle part, ne peut contourner. Première loi, toute civilisation a besoin d'énergie, et plus elle grandit, plus elle en consomme. C'est une contrainte de physique, pas un trait de culture. Deuxième loi, toute utilisation d'énergie dégage de la chaleur, inévitablement. Et cette chaleur finit rayonnée dans l'espace sous forme d'infrarouge. On ne peut pas faire tourner une industrie sans tiédir, comme on ne peut pas courir sans transpirer. Une civilisation peut mentir avec ses messages, elle ne peut pas mentir avec sa température. De là est née une classification restée célèbre, proposée dans les années 60 par un astrophysicien soviétique, Nikolai Kardashev, qui imagina 3 paliers de puissance. Une civilisation maîtrisant l'énergie de sa planète, une civilisation captant l'énergie totale de son étoile, une civilisation exploitant l'énergie d'une galaxie entière. Nous n'avons pas encore atteint le premier palier, mais le deuxième palier a inspiré une idée d'une audace folle, formulée par le physicien Freeman Dyson. Une espèce vraiment avancée, affamée d'énergie, finirait par entourer son étoile d'un essaim de collecteurs, des milliards de plateformes en orbite, interceptant une part croissante de la lumière stellaire. Vue de loin, une étoile ainsi enveloppée offrirait une signature impossible à confondre. Sa lumière visible s'affaiblirait, masquée par l'essaim, tandis qu'elle se mettrait à briller anormalement en infrarouge, la chaleur résiduelle de toute cette machinerie. Une étoile qui s'éteint dans le visible et s'allume dans la chaleur. Voilà l'ombre portée d'une superpuissance cosmique. Et cette ombre, on peut la chercher. On l'a cherchée. Des équipes ont passé au crible des catalogues entiers, des centaines de milliers d'étoiles, puis des galaxies complètes, à l'affût d'excès infrarouges inexplicables. Résultat, quelques candidates intrigantes, toutes ramenées une à des causes naturelles, disques de poussière, cocons de jeunes étoiles, nuages absorbants. Aucune galaxie ne montre les signes d'une exploitation énergétique massive. Le silence radio s'est doublé d'un silence thermique, et cette double absence pèse lourd. Elle suggère qu'aucune civilisation, dans un rayon immense, n'a suivi la trajectoire de la croissance dévorante que nous imaginions naturelle. C'est dans cette traque que survint, en 2015, l'épisode le plus romanesque de l'astronomie récente. Des volontaires qui inspectaient à l'œil les courbes de luminosité du télescope Kepler signalent une étoile au comportement aberrant, cataloguée sous un matricule austère, mais bientôt surnommée l'étoile de Tabi, du nom de l'astronome Tabeta Boyajian, qui mena l'enquête. Cette étoile, par ailleurs banale, subit des chutes de luminosité énormes, jusqu'à 22%, sans aucune périodicité régulière, comme si des objets gigantesques et de formes irrégulières défilaient devant elle en désordre. Une planète, même géante, ne bloque qu'1% de la lumière de son étoile. 22%, c'est autre chose. C'est énorme. Les archives révélèrent en outre que l'étoile s'affaiblissait lentement depuis un siècle. Aucun scénario standard ne collait, et dans les publications scientifiques elles-mêmes, chose rarissime, une hypothèse d'ordinaire interdite de ces jours fut évoquée noir sur blanc, des mégastructures artificielles en construction. Pendant 2 ans, l'étoile de Tabi fut l'astre le plus surveillé du ciel. Le monde entier retint son souffle. Puis vint le verdict, apporté par une campagne d'observation minutieuse. Lors des baisses de luminosité, certaines couleurs s'éteignaient plus que d'autres. Or, un objet solide, un mur, une plateforme, bloquent toutes les couleurs également. Seule la poussière, fine, translucide, filtre la lumière de façon inégale. L'étrangeté de l'étoile venait donc de nuages de poussière irréguliers, peut-être les débris d'une lune ou d'une comète géante en train de se désagréger. Pas de chantier cosmique. Encore une fois, la nature avait inventé quelque chose de plus étrange que prévu, sans avoir besoin de personne. Mais l'épisode a laissé une trace profonde et salutaire. Pour la première fois, l'hypothèse artificielle avait été testée, sérieusement, publiquement, avec des protocoles, des prédictions et un verdict. Elle avait perdu, proprement. La recherche des ombres était devenue une science comme les autres, capable de trancher.
Et une question demeure, en suspens. Si un jour, une étoile présente ces anomalies sans qu'aucune poussière ne colle, sans qu'aucun filtre de couleur ne trahisse un nuage, que dirons-nous? Les procédures existent désormais. Les télescopes attendent. Il ne manque que la candidate. Cette même logique des traces involontaires s'est encore affinée dans une direction inattendue. Peut-être ne faut-il pas chercher les civilisations à leur apogée, mais à leur miniature, car rien n'oblige une intelligence avancée à grossir. Notre propre trajectoire technique montre l'inverse. Nos machines les plus puissantes sont aussi nos plus petites, et chaque génération fait davantage avec moins. Poussée à son terme, cette pente mène à des civilisations de plus en plus denses, économes, discrètes, dont l'empreinte diminuerait à mesure que grandirait leur maîtrise. Les plus avancés seraient alors les plus invisibles, non par ruse, mais par élégance. Nous scruterions le ciel à la recherche de géants, pendant que les vraies puissances tiendraient dans un grain de sable froid. Cette possibilité doit rester ce qu'elle est, une spéculation. Mais elle rappelle une vérité de méthode qui traverse toute notre enquête. Nous ne cherchons jamais que ce que nous savons imaginer. Et notre imagination a l'âge de nos machines, c'est-à-dire un siècle à peine. Ce débat sur le silence volontaire n'est d'ailleurs pas resté théorique, car il nous a nous-mêmes rattrapés le jour où nous avons voulu parler. En novembre 1974, pour inaugurer la rénovation du grand radiotélescope d'Arecibo, niché dans une cuvette naturelle des collines de Porto Rico, une équipe décida d'envoyer le premier message délibéré de l'humanité vers les étoiles. 3 minutes d'émission, d'une puissance inédite, dirigée vers un amas de plusieurs centaines de milliers d'étoiles, situées à 25 000 années-lumière. Le contenu, composé de 1679 impulsions à ranger en grille, dessinait un autoportrait de notre espèce. Les nombres, les atomes de notre chimie, la silhouette d'un être humain, l'esquisse de notre système solaire, le schéma de l'antenne émettrice. Un galet d'informations lancé dans un océan de nuit, qui voyagera 25 millénaires avant d'atteindre sa cible, et dont une éventuelle réponse mettrait autant de temps à revenir. Personne n'attendait de dialogue. C'était un geste, une signature, une manière de dire que nous existions. Mais ce geste déclencha une controverse qui ne s'est jamais éteinte, et qui reste aujourd'hui l'un des rares débats où des scientifiques de premier plan s'opposent frontalement sur une question de principe. Les uns soutiennent que se signaler activement est le seul moyen de briser le cercle des veilleurs muets et que la galaxie ne s'ouvrira qu'à ceux qui osent frapper à la porte. Les autres répondent qu'on ne crie pas son adresse dans une forêt dont on ignore les habitants, et qu'aucun bénéfice ne justifie un risque, même infime, que l'on ferait courir à la planète entière sans lui demander son avis. Qui a le droit de parler au nom de la Terre? Aucune institution, aucune assemblée, aucun traité ne le précise. Et pendant que le débat s'enlise, la question se règle d'elle-même dans les faits. Quelques messages symboliques sont partis çà et là, vers des étoiles proches, gouttes d'audace, dans un océan de retenue, tandis que l'essentiel de notre espèce, sans même y penser, applique la stratégie du silence prudent. Nous voilà donc devenus, à notre tour, l'un de ces mondes qui écoutent beaucoup et ne parlent presque pas. Si tous les autres nous ressemblent, le mystère n'en est plus un. Le grand silence serait simplement l'addition de millions de timidités semblables à la nôtre, chacune parfaitement raisonnable, tout ensemble assourdissante. Or, pendant que la traque des ombres géantes se raffinait, une autre porte s'ouvrait, plus discrète et peut-être plus décisive, celle qui mène à l'ère des mondes lointains. Car c'est dans l'atmosphère d'une planète que la vie, si elle existe, laisse ses empreintes les plus fidèles, et nous savons désormais lire ces empreintes à des distances qui auraient semblé pure folie il y a 30 ans. La méthode est d'une beauté rare. Quand une planète passe devant son étoile, une fraction infime de la lumière stellaire traverse, en rasant le globe, la fine pellicule de son atmosphère avant de poursuivre sa route vers nous. Durant cette traversée, chaque gaz présent dans l'air de la planète vole à la lumière des couleurs bien précises, toujours les mêmes, aussi caractéristiques qu'une signature ou qu'une empreinte digitale. En décomposant finement la lumière reçue, on peut donc dresser, à des centaines de milliards de kilomètres de distance, l'inventaire chimique d'un ciel étranger. Ici, de la vapeur d'eau, là, du gaz carbonique, là, du méthane. Un rayon de lumière devient une analyse d'air. C'est exactement ce que fait,
depuis son poste d'observation à 1,5 million de kilomètres de la Terre, le plus puissant télescope jamais construit, dont le miroir doré de 6,5 mètres capte l'infrarouge avec une sensibilité inouïe. Ses premières années d'exploitation ont déjà livré des inventaires atmosphériques détaillés. Gaz carbonique et vapeur d'eau autour de géantes brûlantes, atmosphère sondée pour la première fois autour de mondes rocheux tempérés. La machine à lire les ciels étrangers fonctionne. Reste à savoir quoi y chercher, et c'est là que tout se joue. L'idée directrice s'appelle le déséquilibre. Une planète morte a une chimie paresseuse. Ces gaz réagissent entre eux, s'équilibrent, se figent. Une planète vivante, au contraire, a une atmosphère entretenue, réapprovisionnée en permanence par son cortège d'organismes, et cet entretien laisse des anomalies. L'exemple est sous notre nez. L'air terrestre contient à la fois de l'oxygène en abondance et du méthane, deux gaz qui se détruisent mutuellement et ne devraient pas coexister durablement. S'ils coexistent, c'est que quelque chose les refabrique sans relâche, jour après jour, depuis des millions d'années. Vu de loin, la Terre trahit sa biosphère par cette seule impossibilité chimique maintenue. Voilà ce que nous cherchons désormais dans les ciels étrangers. Non pas un gaz, mais une contradiction. Une atmosphère qui ne devrait pas tenir, et qui tient. 2 épisodes récents montrent à la fois la puissance et la cruauté de cette quête. Le premier s'est joué, contre toute attente, sur notre voisine infernale. En 2020, une équipe annonce avoir détecté dans les nuages tempérés de Vénus, à 50 km d'altitude, là où règnent des températures presque douces, la trace d'un gaz nommé phosphine, qui sur Terre est essentiellement associé à l'activité microbienne et qu'aucun processus connu ne semblait pouvoir produire là-bas en telle quantité. L'annonce fit l'effet d'un coup de tonnerre. De la vie, flottant dans les nuages de Vénus. En quelques semaines, la communauté scientifique mondiale se jeta sur les données, et le débat fut d'une intensité rare. D'autres équipes ne retrouvaient pas le signal. D'autres l'attribuaient à un gaz sosie, le dioxyde de soufre, dont l'empreinte est trompeusement voisine. D'autres encore le confirmaient partiellement à des niveaux plus faibles. Des années plus tard, la controverse n'est pas close, et des missions sont en préparation pour aller trancher sur place, dans les nuages mêmes. Quelle qu'en soit l'issue, l'épisode a délivré sa leçon. Même à notre porte, sur un monde survolé par des dizaines de sondes, distinguer la vie de la chimie exotique est un combat d'experts qui dure des années. Le second épisode se déroule à 120 années-lumière, autour d'une planète nommée K2-18b, un monde 8 fois plus massif que la Terre, peut-être couvert d'un océan planétaire sous un ciel d'hydrogène. Le grand télescope y a identifié du méthane et du gaz carbonique, et certaines analyses y suggèrent, à la limite de la détection, la présence possible d'un composé soufré, qui sur Terre n'est produit que par le plancton des océans. Le conditionnel est ici obligatoire, et les équipes elles-mêmes le martèlent. Le signal est faible, discuté, contesté par des réanalyses indépendantes, et des explications sans vie restent parfaitement possibles. Mais voyez le chemin parcouru. Nous en sommes à débattre, données en main, de la chimie précise d'un océan possible à plus d'1 million de milliards de kilomètres. La question de la vie ailleurs a quitté le domaine des opinions pour entrer dans celui des barres d'erreur. C'est un changement de civilisation dans notre manière d'interroger le ciel. Il faut pourtant, au moment même où ces outils s'aiguisent, garder en tête une inquiétude de fond qui ronge les plus lucides des chercheurs. Et si nous cherchions avec un portrait robot trop étroit? Toute notre panoplie de signatures est calibrée sur l'unique exemple que nous connaissons. Une vie à base de carbone, dissoute dans l'eau, respirant et exhalant les gaz de chez nous. Or, le carbone n'est peut-être pas le seul squelette possible pour des molécules complexes. Et l'eau n'est pas le seul liquide de l'univers. Sur Titan, la grande lune de Saturne, il pleut du méthane liquide à 180 degrés sous zéro. Des rivières y creusent des canyons, des lacs y miroitent sous un ciel orange, et des chimistes se demandent très sérieusement quelles architectures moléculaires pourraient fonctionner dans un froid pareil, à un rythme 1000 fois ralenti. Une biosphère de ce type ne produirait aucune des signatures que nous guettons. Elle pourrait prospérer sous nos instruments sans déclencher la moindre alarme, et nous classerions son monde parmi les déserts. De même pour l'intelligence, nous guettons des signaux organisés comme les nôtres, émis par des esprits supposés curieux, expansifs, bavards. Mais une intelligence née d'une autre histoire pourrait être collective comme une ruche, lente comme une forêt,
indifférente à tout ce qui nous obsède. Ces productions pourraient traverser nos écrans sans que nous y voyions autre chose que du bruit. Il y a là une possibilité vertigineuse et parfaitement sérieuse, que le silence soit, pour une part, un artefact de notre grille de lecture, que le ciel parle, à sa manière, dans des registres que nous n'avons pas encore appris à percevoir, que nous soyons semblables à un homme qui, n'ayant jamais connu que le tambour, traverserait une bibliothèque en concluant au silence parce que rien n'y fait de bruit. Il reste une dernière hypothèse à regarder en face, la plus proche de nous, celle qui ne parle ni de chimie ni de distance, mais de durée. Peut-être les civilisations techniciennes naissent-elles régulièrement à travers la galaxie, et peut-être ne durent-elles pas. Notre propre expérience nourrit cette crainte. Les mêmes savoirs qui nous ont donné l'énergie, la médecine et les voyages, nous ont aussi donné, en un siècle à peine, des moyens de nuisance à l'échelle planétaire. Il se pourrait qu'il existe, dans la trajectoire de toute espèce technicienne, une passe délicate, un défilé étroit, où la puissance croît plus vite que la sagesse, et que beaucoup s'y brisent. Si les civilisations ne restent audibles, en moyenne, que quelques siècles avant de se taire, alors même une galaxie qui en aurait enfanté des milliers au fil des âges, paraîtrait déserte à chaque instant. Des étincelles brèves, dispersées dans une nuit de 13 milliards d'années, dont presque aucune ne brille en même temps qu'une autre. Le silence ne serait pas un vide, mais un décalage, la solitude de veilleurs qui ne partagent jamais le même quart de garde. Cette hypothèse a pourtant sa faille, et elle est consolante. Il suffirait qu'une fraction, même infime, des civilisations traverse la passe pour que ces survivantes, disposant ensuite de millions d'années tranquilles, deviennent immenses et visibles. Leur absence totale suggère que le naufrage n'est pas la règle universelle qu'on pourrait craindre, ou bien que d'autres explications s'y combinent. Et surtout, rien ne dit que la passe soit infranchissable, une espèce capable d'identifier le danger, d'en débattre, de s'organiser pour l'éviter, possède précisément l'outil qui manque aux trajectoires aveugles. Le fait même que nous sachions formuler cette inquiétude est peut-être le début de la réponse. Alors, au terme de ce long voyage, que reste-t-il dans nos mains? Une énigme intacte, mais transformée. Nous savons désormais que le décor est immense et généreux. Des milliards de mondes tempérés dans notre seule galaxie, des océans cachés jusque dans notre banlieue solaire, une chimie du vivant, dont les briques flottent partout dans l'espace. Nous savons que notre écoute, malgré 60 ans d'efforts, n'a effleuré qu'une goutte de l'océan des possibles, et que le silence constaté est d'abord le silence de nos limites, limites de nos antennes, de nos fréquences, de nos calendriers, de notre imagination. Nous savons aussi que ce silence, pris au sérieux, dessine en creux une carte de questions d'une profondeur inépuisable, où se cache le verrou, dans la naissance de la vie, dans la montée vers la complexité, dans l'éclosion de l'esprit, dans la durée des mondes. Chacune de ces questions est désormais attaquée par des instruments réels, des équipes réelles, des données réelles. Les années qui viennent verront des télescopes géants scruter l'air de dizaines de mondes rocheux, des sondes plongées vers les océans d'Europe et les geysers d'Encelade, des réseaux d'antennes couvrant des continents entiers écouter des millions d'étoiles à la fois, des systèmes d'analyse fouiller ces déluges de données avec une patience qu'aucun être humain ne pourrait tenir. Jamais la question n'a été si proche de recevoir un début de réponse, dans un sens ou dans l'autre. Et chaque issue serait immense. Si un jour une contradiction chimique s'affiche dans le ciel d'un monde lointain, si un signal repasse 2 fois au même endroit, si un objet interstellaire révèle une géométrie qu'aucune glace ne peut expliquer, alors tout change. Notre histoire cessera d'être un monologue, et la plus vieille question de l'humanité entrera dans son dernier chapitre. Mais si les décennies passent, et que le silence tient, s'il résiste aux miroirs géants, aux essaims d'antennes, aux sondes des océans cachés, alors ce silence-là, éprouvé, martelé, vérifié, prendra un poids nouveau. Il nous dira que ce qui s'est produit ici est, au minimum, d'une rareté extraordinaire. Que cette planète bleue, avec ses forêts, ses océans, ses villes lumineuses vues de l'espace, ses enfants qui apprennent à lire, est peut-être, à des milliers d'années-lumière à la ronde, le seul endroit où quelqu'un regarde le ciel et se pose des questions. Alors la nuit étoilée changera de visage. Chaque point de lumière au-dessus de nos têtes cessera d'être une promesse de compagnie pour devenir le rappel d'une responsabilité, celle de veiller sur une flamme dont nous ignorons
s'il en existe une autre. L'antenne du désert, elle, continuera de pivoter dans l'obscurité, patiente, obstinée, fidèle. La ligne verte continuera de trembler sur l'écran. Et quelque part entre ce tremblement et les étoiles, la question demeurera suspendue, la plus simple et la plus profonde que l'on puisse murmurer face au ciel. Où sont-ils, tous? Peut-être trop loin, peut-être trop tôt, peut-être trop différents, ou peut-être tout simplement en train d'écouter, eux aussi, chacun devant sa propre ligne verte, chacun retenant son souffle dans sa propre nuit, attendant comme nous que quelqu'un, quelque part, ose parler le premier.